5e d'une série à propos du chapitre d'économie au programme de la classe de seconde, chapitre intitulé « Comment crée-t-on des richesses et comment les mesure-t-on » Dans cette leçon, nous allons traiter le dernier objectif d'apprentissage que le programme nous assigne, connaître les principales limites écologiques de la croissance. La leçon numéro 3 opérait une hyper-focalisation sur la notion de PIB qui a pu vous apparaître comme l'alpha et l'oméga. Nous allons relativiser tout cela dans cette leçon. Attention, limites écologiques de la croissance et non pas prise en compte des dégâts, non prise en compte des dégâts environnementaux dans le PIB, comme certains manuels ayant lu le programme un peu trop vite le présentent. Nous avons traité en leçon numéro 4 cette limite, la limite de l'usage du PIB comme indicateur de richesse pour ce qui est des dégâts environnementaux, en montrant qu'aussi absurde que cela puisse paraître, quand on pollue et qu'on doit dépolluer, on crée des richesses et c'est comptabilisé. Par exemple, quand un pétrolier se vide de son contenu dans la mer et qu'on doit nettoyer les côtes, aussi absurde que cela puisse paraître, je le répète, on crée des richesses et on augmente le PIB. Dans cette vidéo, nous allons aborder toute autre chose. Nous allons traiter, je le répète, les limites écologiques de la croissance. La première de ces limites, c'est l'épuisement des ressources dites naturelles. Souvenez-vous de notre première leçon, il existe 4 ressources productives. Le travail, le capital, c'est-à-dire pour simplifier les machines, la technologie et les ressources naturelles. Eh bien, la croissance économique, c'est-à-dire l'augmentation de la richesse produite, contribue à épuiser certaines ressources naturelles. Vous le savez, il existe des ressources renouvelables, comme le vent, qui, faisant tourner les pales d'une éolienne, peut permettre de générer de l'électricité, mais de très nombreuses ressources naturelles sont strictement, ou partiellement au moins, non renouvelables. C'est le cas du pétrole, du gaz, des réserves de poissons, des métaux comme le cuivre ou le lithium qu'on trouve dans les batteries. Elles sont plus ou moins non renouvelables à des degrés différents, toutes ces ressources. Bien sûr, au fur et à mesure du temps, nous parvenons à augmenter l'efficacité de nos usages de ces ressources naturelles. Mais le constat n'en demeure pas moins. Plus nous produisons de richesses, plus nous vidons la Terre de ces ressources non renouvelables. C'est la première des limites écologiques de la croissance économique que nous pouvons aborder au niveau de la classe de seconde. Il est très difficile de rendre compte de façon factuelle et exhaustive de l'épuisement de ces ressources naturelles. Pour en donner un aperçu fondé sur les faits, on peut néanmoins utiliser l'indicateur synthétique nommé empreinte écologique. Cet indicateur n'est pas dénué de limites, de biais, de points aveugles, mais il a au moins le mérite d'exister. Cette empreinte écologique, elle est calculée à l'échelle mondiale ou à l'échelle nationale. On parle par exemple de l'empreinte écologique de la France. Et ce calcul, il est effectué par le Global Footprint Network, un think tank, un groupe de réflexion écologiste. Et voilà en quoi consiste ce calcul. L'empreinte écologique prend en compte nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi notre consommation d'animaux, d'arbres, de bois, de sol, bref, notre consommation de ressources naturelles en général, pour quantifier le plus précisément possible notre impact sur la planète. Cette empreinte est ensuite comparée à la biocapacité de la Terre, c'est-à-dire son aptitude à cette planète à régénérer les ressources que nous lui prenons. Cela permet ensuite de savoir si nous prélevons plus que ce que la Terre, en tant que planète, est capable de générer. Et devinez quoi, faux suspense évidemment, nous prélevons beaucoup plus que la Terre ne peut générer, environ 1,62 fois plus à l'échelle mondiale. Pour comprendre d'où vient ce chiffre, un peu abscon présenté comme tel, il nous faut ouvrir la boîte noire de l'empreinte écologique et comprendre son calcul. Le Global Footprint Network estime la biocapacité de la Terre à l'aide d'une surface. Une surface qu'elle a nommée les hectares globaux, abrégés en HAG. Les hectares globaux, c'est la surface de terre totale qui fournit chaque année ce qu'on appelle les services écologiques à l'humanité, les terres arables, c'est-à-dire cultivables, les surfaces de terre nécessaires à la production de l'eau, dans le cycle de l'eau, la surface utilisée pour la gestion des déchets,
la surface utilisée pour extraire des minerais, la surface couverte de forêts dont on utilise le bois, etc., etc., etc. La biocapacité annuelle de la Terre, elle se monte aujourd'hui à environ 12 giga-hectares globaux, c'est-à-dire 12 milliards d'hectares globaux par an. Nous sommes environ 7,5 milliards d'humains sur Terre. Donc, pour ne pas épuiser les ressources plus vite qu'elles ne se renouvellent, nous devrions consommer environ 1,6 hectares globaux par personne. Or, nous en consommons beaucoup plus. En moyenne, toujours selon le Global Footprint Network, un terrien consommait en 2022 2,58 hectares globaux par an. Pour estimer en pourcentage de variation ou à l'aide d'un coefficient multiplicateur cet écart à la consommation soutenable, nous réalisons le calcul suivant. Valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ fois 100, vous savez ça. 2,58 moins 1,6 divisé par 1,6, le tout fois 100 est égal à 62%. Autrement dit, en 2022, selon le Global Footprint Network, la consommation moyenne d'hectares globaux des terriens était 62% supérieure à celle qui permettait le renouvellement des ressources. Traduit en planètes disponibles, c'est comme si nous consommions 1,6 planètes et vous retrouvez le chiffre initial. Attention, à nouveau, c'est un ordre de grandeur et selon l'année, selon le mode de calcul retenu, on évolue entre 1,5 et 1,8 planètes consommées par an. De 1,5 à 1,8 par an contre une planète, je réexplique pour être bien sûr que tout le monde ait compris, contre une planète si nous étions engagés dans une utilisation durable des ressources naturelles. Revenons à la consommation moyenne d'hectares globaux à l'échelle mondiale par an et par habitant et introduisons un savoir-faire statistique au programme de la classe de seconde. Vous le connaissez, ce savoir-faire, c'est la moyenne dite pondérée. Vous savez toutes et tous calculer une moyenne pondérée, je vous rassure tout de suite, en matière en l'occurrence de notes scolaires. On pondère ces notes à l'aide des coefficients. Par exemple, si j'ai 4 notes sur un trimestre en SES, une note de cahier coefficient 1, 15, une note coefficient 2 d'oral à 10 et 2 notes d'écrit coefficient 4, 10 et 20, ma moyenne trimestrielle se calcule de la façon suivante. 15 fois 1 plus 10 fois 2 plus 10 fois 4 plus 20 fois 4 divisé par le nombre de coefficients, soit 11 au total, ce qui donne une moyenne trimestrielle de 14,09. Vous savez presque toutes et tous calculer cela. Voilà, je viens de vous rappeler ce que cette moyenne pondérée à l'aide de cet exemple simple de la moyenne scolaire. Mais vous devez désormais savoir calculer, y compris en calcul mental, ou poser sur une feuille de papier, une moyenne pondérée avec des termes simples, bien évidemment, comme toujours en SES. Eh bien, cela fonctionne pareil pour le calcul de l'empreinte écologique mondiale, exprimée en hectares globaux par terrien et par an, 2,58 hectares globaux par an et par habitant de la Terre, je le rappelle. Eh bien, cette moyenne, c'est une moyenne pondérée des moyennes nationales. Pourquoi pondérée ? Car on additionne les empreintes moyennes nationales qu'on multiplie par le nombre d'habitants du pays correspondant. Explication immédiatement. En moyenne, les Français, vous le savez, au moins depuis la leçon numéro 3, les Français sont près de 3 fois plus riches que les Français si l'on se fie à l'indicateur du PIB par habitant. Et de façon logique, nous polluons, nous Français, beaucoup plus que les Chinois. C'est bien ce que confirme le Global Footprint Network. L'empreinte écologique moyenne d'un Français en 2022, selon cet organisme, était de 4,31 hectares globaux par an. L'empreinte écologique moyenne d'un Chinois, toujours en 2022, toujours selon le Global Footprint Network, était-elle de 3,62 hectares globaux. Et oui, ces Chinois que les médias occidentaux ont tendance à caricaturer comme de grands pollueurs, notamment parce qu'ils brûlent du charbon pour se chauffer, faire tourner leurs usines. Eh bien, nos amis chinois polluent bien moins que nous en moyenne. Et le en moyenne est très important. En 2022, selon le Global Footprint Network,
L'empreinte écologique moyenne d'un Algérien était de 2,2 hectares globaux, celle d'un Australien 5,78 et celle d'un États-Unien, d'un Américain 7,46 hectares globaux par an, etc., etc. Pour calculer l'empreinte écologique moyenne mondiale, on somme, c'est-à-dire qu'on additionne les empreintes moyennes nationales qu'on pondère ensuite, moyenne pondérée, par le nombre d'habitants du pays considéré. On fait tout simplement 4,31 hectares globaux fois le nombre de Français, 67,75 millions au dernier comptage. On fait plus 3,62 hectares globaux fois le nombre de Chinois, 1,412 milliards d'habitants en Chine, le tout divisé, etc., etc., vous imaginez bien avec tous les pays, le tout divisé par le nombre d'habitants sur Terre, équivalent donc à environ 7,5 milliards, et c'est une moyenne pondérée, et ça y est, vous savez presque tout à la fois de l'empreinte écologique et de la moyenne pondérée. Vous savez presque tout, disais-je, de l'empreinte écologique parce que vous connaissez les grandes lignes de son mode de calcul, son sens profond, et vous disposez aussi, c'est très important, d'ordre de grandeur sur les variations de cette empreinte d'un pays à l'autre. Vous savez par exemple qu'en 2022, la consommation moyenne d'hectares globaux était plus de 2 fois plus élevée aux États-Unis qu'en Chine, et que, entre autres, les Chinois consomment plus de 20% d'hectares globaux en moyenne que les... c'est l'inverse, hein, les Français consomment un peu plus de 20% d'hectares globaux en moyenne que les Chinois. Et s'il devait y avoir une information à retenir, retenez celle-ci, en 2022, les terriens utilisaient environ 1,62 planètes. C'est-à-dire que leur consommation d'hectares globaux était plus de 60%, 62% supérieure aux hectares globaux que peut fournir la Terre en un an. L'empreinte écologique, c'est l'indicateur retenu pour illustrer la première limite écologique de la croissance économique. L'épuisement, je le rappelle, des ressources naturelles non renouvelables. Je rappelle aussi notre raisonnement jusqu'alors. Plus nous consommons et nous produisons, plus nous utilisons de ressources non renouvelables à l'échelle du temps humain, et en l'occurrence, nous consommons bien plus de ressources aujourd'hui que la Terre n'est capable d'en régénérer. Première limite, donc je le rappelle, l'épuisement des ressources naturelles. Seconde limite, il n'y en aura que deux dans cette leçon. La seconde limite, elle est très liée, très imbriquée dans la première. Surtout, elle est bien moins caractérisable d'un point de vue objectif. Nous allons la qualifier de dégradation de l'environnement. C'est une étiquette extrêmement large et vague. Derrière cette étiquette, on va ranger de nombreux phénomènes, comme l'altération de milieux naturels, tels la fonte des glaciers en montagne ou la fonte de la banquise, par exemple, le changement climatique et ses conséquences délétères pour les humains et tous les écosystèmes, ou encore ce qu'on appelle le recul de la biodiversité. Je rappelle une étiquette très large, dégradation de l'environnement, derrière laquelle on va ranger de multiples phénomènes comme l'altération des milieux naturels, le changement climatique et ses conséquences, et encore le recul de la biodiversité, mais on pourrait mettre derrière cette étiquette de nombreux autres phénomènes. La dégradation de l'environnement, elle est largement le fait de la pollution humaine. Pollution aérienne par les émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre, pollution des sols par des produits chimiques ou des déchets solides qui mettront parfois des millions d'années à se dégrader, pollution des eaux aussi, des eaux de surface comme celles des fleuves, des eaux souterraines comme celles des nappes phréatiques, pollution des mers, des océans, etc. etc. Là encore, impossible au propos de cette dégradation de l'environnement d'être pour moi exhaustif. Néanmoins, je souhaiterais vous donner quelques éléments factuels sur deux sujets. Le premier sujet, c'est le recul de la biodiversité. La biodiversité, c'est un mot valise issu de l'association, vous le comprenez aisément, entre le préfixe bio, la vie, et diversité, la diversité. La biodiversité désigne la diversité des formes de vie sur Terre.
qu'elle soit animale ou végétale. Je répète, biodiversité désigne diversité des formes de vie sur Terre, que ces vies soient animales ou végétales. Très difficile d'être précis sur ce sujet car la taxinomie, le recensement et la distinction des espèces est elle-même très complexe et non finie. On estime qu'environ 1,7 million d'espèces ont été recensées sur Terre, mais notre planète en compterait plusieurs millions encore. Alors quel bilan peut-on dresser de façon fiable sur cette base? C'est friable, hein. Le constat majeur qu'on peut néanmoins dresser, et c'est celui que vous devez avoir en tête, c'est que la biodiversité recensée, juste celle dont on a identifié l'existence, la biodiversité recensée est en très fort recul. Depuis l'an 1950, de 7 à 13% des espèces végétales et animales auraient disparu, soit entre 150 000 et 250 000 espèces disparues environ. Environ 1 million d'espèces seraient également menacées de par le monde. Mais attention, des espèces qui disparaissent, c'est normal, hein, ça s'appelle l'évolution. Ce qui est peut-être moins normal, mais je suis loin d'être un expert sur le sujet et ne fais ici que répercuter des messages validés par les autorités scientifiques françaises, notamment le Centre national de la recherche scientifique, qui a produit un certain nombre de ressources de vulgarisation à destination des élèves et des professeurs. Ce qui est moins normal, selon le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, c'est que le taux d'extinction, c'est-à-dire le rapport entre le nombre d'espèces qui disparaissent actuellement et le nombre d'espèces totales, ce taux d'extinction est 100 à 1000 fois supérieur au taux d'extinction naturelle, la part des espèces qui devraient naturellement disparaître en l'absence de facteurs humains d'aggravation. On parle, en cette circonstance, on parle même d'une 6e extinction de masse. Premier constat donc majeur à propos de la dégradation de l'environnement, notre limite numéro 2, le recul de la biodiversité. Second constat, la croissance économique contribue à la pollution de l'atmosphère. C'est assez intuitif, hein. Manger, se déplacer, se loger, toutes ces activités, vous le savez, génèrent des émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre. Le volume des émissions de CO2 est évidemment lié à la taille de la population terrienne, de la population mondiale, mais également au mode de vie. Et cela ne vous surprendra pas du tout. Nous n'avons jamais autant émis de CO2 dans l'atmosphère qu'aujourd'hui. Plus précisément, en 2022, les émissions mondiales de dioxyde de carbone se montaient à 40,6 milliards de tonnes, soit 2 fois plus que les émissions mondiales pour l'année 1970. Le constat qui est moins intuitif, c'est qu'on observe une décorrélation entre croissance économique et émissions de CO2 dans une bonne trentaine de pays. Attention, je ne dis pas que ces pays ont cessé de polluer. Je dis seulement que ces pays polluent de moins en moins en dépit du fait que leur PIB, eux, continue à croître. En dépit du fait que ces pays continuent à produire toujours plus de richesses. Parmi ces pays, nous trouvons de nombreux pays riches, occidentaux, dont la France, les États-Unis, l'Allemagne. Examinons ce que signifie cette décorrélation. À l'échelle de la France, voilà ce que ça donne. Le point de départ est que pendant très longtemps, plus nous produisions de richesses au sens de la comptabilisation du PIB, plus nous émettions du CO2 et des gaz à effet de serre. On parlait à l'époque de corrélation entre croissance du PIB et croissance des émissions. Ce n'est aujourd'hui plus le cas. Regardons ce graphique pour le cas français. Par rapport à son montant en 2010, le PIB français était supérieur de 7,4% en 2018. Le PIB a donc augmenté sur la période alors que les émissions de carbone domestiques, c'est-à-dire réalisées sur le territoire français, ont chuté de 17,6% en 2018 par rapport à leur volume 8 ans plus tôt. Même variation pour les émissions importées, c'est-à-dire les émissions générées par les biens et les services consommés en France mais produits à l'étranger, moins 17,6 aussi pour l'année 2018.
Alors attention, hein, soyons très prudents, les calculs d'émissions domestiques comme importées sont très imprécis, très difficiles à mener, mais cette décorrélation, observons-la néanmoins, elle semble avoir lieu. Et nous la nommons découplage. Elle est le symbole même de ce que les promoteurs de la croissance verte voient comme un saut technologique qui pourrait nous sauver. La croissance verte, vous savez, c'est cette idéologie, hein, cette idée selon laquelle une forme de croissance économique serait possible, faisant coexister une baisse des pollutions aériennes et une augmentation des richesses créées. Eh bien, les promoteurs de cette idée de croissance verte voient dans le constat que nous examinons une raison d'optimisme majeur. Un tel découplage, il s'observe dans une trentaine de pays, je le disais. Je répète, hein, cette brève liste, France, Allemagne, États-Unis notamment pour ce qui nous intéresse. Et la raison de ce découplage, elle tient en un mot, la technologie. Le remplacement de la consommation d'énergie fossile pour nous chauffer, nous déplacer et nous alimenter notamment a permis cette baisse d'émissions. Mais attention, la technologie joue un rôle décisif et très positif. Attention à ne pas céder à un enthousiasme un peu béat et oublieux des réalités, hein, qui aurait d'ailleurs cet optimisme tendance à virer au déni climatique. Hein. Si le découplage croissance-émission est une réalité incontestable, hein, il existe un découplage, l'ampleur, on ne la maîtrise pas vraiment, la question de l'ampleur, mais ce découplage existe, c'est sûr, mais il n'en demeure pas moins qu'à l'échelle mondiale, si nous continuons d'émettre toujours plus, à l'échelle mondiale d'émettre toujours plus de CO2 et de gaz à effet de serre. Par ailleurs, tout aussi incontestable soit-il, hein, je rappelle que la première limite, hein, la nuance à apporter au découplage, c'est que bien sûr qu'il existe, hein, l'ampleur on ne la connaît pas, mais je rappelle que en dépit du fait qu'il y ait découplage, à l'échelle mondiale, c'est-à-dire si on considère non plus le club des 30 pays un peu riches là, qui découplent, eh bien nous polluons toujours plus. Première limite, je reprends le cours. Hein. Et par ailleurs, tout aussi incontestable soit-il, ce découplage, il est clairement insuffisant pour atteindre l'un des objectifs centraux de l'accord de Paris sur le climat de 2015, soit de limiter l'augmentation de la température moyenne de la planète à 1,5 degrés au-dessus de la température moyenne à l'âge pré-industriel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que si on continue sur ce rythme de découplage, de décroissance des émissions, c'est bien, hein, on pollue moins, mais la baisse n'est pas assez importante pour tenir ce que nous nommons nos objectifs climatiques. Nous venons de dresser deux constats à propos de la dégradation de l'environnement. Sous l'effet des actions humaines, la biodiversité est en net recul sur la planète et le rythme de ce recul est supérieur au rythme d'extinction normale des espèces. Toujours sous l'effet des actions humaines, une pollution aérienne sans précédent, c'est notre deuxième constat, est actuellement générée, une pollution telle que nous allons forcément connaître une élévation sensible des températures sur Terre et de nombreuses conséquences de ce changement climatique. Nous sommes parvenus au terme de cette leçon et voilà ce que vous devez en retenir. Nous avons identifié des nombreuses limites écologiques de la croissance économique. Nous avons d'abord montré que l'augmentation du PIB participe à l'épuisement des ressources naturelles non renouvelables. Nous avons également montré que l'augmentation du PIB participe à la dégradation de l'environnement. C'est la seconde limite écologique de la croissance économique que vous devez retenir pour cette leçon numéro 5.